Il est 7h32. Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, est Agnès Delahaye, professeure d'histoire coloniale et de civilisation américaine à l'université Lumière Lyon 2, auteur de Aventuriers pèlerins puritains, les mythes fondateurs de l'Amérique aux éditions Passé Composé. Oui, on est un petit peu en avance sur Thanksgiving, c'est le 28 novembre, mais ce n'est pas grave. Les États-Unis, à défaut d'y vivre, nous en vivons, nous les vivons à travers la prodigieuse usine à imaginaire qui se déverse sur les écrans de la planète. Que signifie cette idéologie de la liberté et d'où vient-elle ? Le retour de Donald Trump oblige à s'interroger sur cette dimension providentielle de l'Amérique. Vous voyez, quand il lève le poing, fight, 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 terre promise, ça c'est l'Amérique, qui donc est née de la traversée de l'Atlantique par les pèlerins du Mayflower à l'orée du XVIIe siècle, et de leur rencontre aussi avec les autochtones. Cette histoire est celle d'une colonie de peuplement. Les Anglais y sont arrivés, pas les Français. On va essayer aussi de savoir pourquoi les fameux settlers arrivés en Virginie ont donné naissance à la première puissance du monde et qui le demeurent malgré la concurrence des BRICS. Bonjour Agnès Delahaye. Bonjour. Il y a 3 catégories, aventuriers, pèlerins, puritains. C'est une étiquette un peu reconstituée en fait, quand même, par l'histoire. Le livre contient 3 parties parce que j'ai étudié les 50 premières années de l'investissement anglais en Amérique. Et il y a eu 3 étapes. Une étape effectivement d'exploration, donc d'aventure, qui est surtout marquée par l'investissement privé de compagnies coloniales qui sont en train d'émerger à l'époque en Angleterre. Donc John Smith. John Smith. Les pèlerins, deuxième étape, donc une migration communautaire. Famille. Famille, oui. Et enfin les puritains, c'est-à-dire la compagnie de la baie du Massachusetts qui est très organisée et qui organise la migration sur 10 ans d'environ 30 000 personnes. Donc quelque chose de très conséquent en réalité. Et ces 3 couches sont étanches les unes les autres ? Oui. Aux autres, pardon ? Oui, absolument. Tous ces explorateurs et ces investisseurs coloniaux se relisent, empruntent des tropes, des discours, des images, des aventures pour faire rêver les Européens, pour stimuler l'investissement, faire rêver d'Amérique à une époque où ils ont besoin de fonds pour affréter leurs navires et pour recruter aussi les pauvres personnes qui vont aller mourir à hauteur de 80% sur les côtes de l'Amérique. Vous dites, Agnès Delahaye, faire rêver l'Amérique. On y pensait déjà à l'aube du XVIIe siècle. On y pense dès la découverte, comme on disait autrefois. On ne dit plus découverte, évidemment, parce que ce terme évoquerait l'absence d'habitants, alors qu'en fait, l'Amérique était effectivement peuplée. Mais dès les premiers récits espagnols, ceux-ci circulent en Europe, sont traduits et réécrits. Et donc, on connaît l'existence de ce continent. Et effectivement, le continent fascine parce que très vite arrivent de nouveaux produits. Il y a d'abord la richesse espagnole, l'or espagnol qui fait la grandeur de l'Empire catholique. Et puis ensuite, le tabac, dont de nombreux Anglais vont devenir dépendants bien avant d'avoir voyagé. Pourquoi le mythe fonctionne avec les Anglais beaucoup plus qu'avec les autres, les Hollandais, les Français et même les Espagnols ? C'est une question difficile. Je pense que l'histoire américaine, d'abord, la nation américaine n'était pas évidente. Comme vous le savez, c'était une nation de peuples différents qui sont arrivés par vagues à des périodes différentes de l'histoire. Et de toute cette diversité, il faut faire cohésion. Donc le Thanksgiving que vous avez mentionné en introduction, par exemple, c'est un rituel politique qui va être instauré après la guerre de sécession pour donner corps à cette nation disparate qui vient de vivre un drame terrible, une guerre civile extrêmement meurtrière. Donc le mythe crée du récit. Les Anglais et les Américains adorent dire narrative, crée du récit, un récit qui donne sens à l'en commun de cette population disparate et qui parfois n'a pas grand-chose à partager. Ma question, Agnès Delahaye, c'est, je me demandais si ça avait un lien avec le protestantisme. Quelle différence peut-on faire dans la manière de coloniser et d'appréhender le phénomène de la découverte et de la colonisation quand on est protestant ou catholique ? La différence, je pense, alors tous les Européens ont le même désir de capter le trésor indien. Les métaux précieux que les Espagnols ont trouvés en Amérique centrale et en Amérique du Sud font rêver toutes les autres nations européennes. Le protestantisme vient rajouter un facteur décisionnel chez les Anglais que j'ai étudié, puisque d'abord le congrégationalisme, c'est-à-dire le désir de vivre dans une église qui ressemblerait, qui serait au plus près des premières églises chrétiennes, en autonomie entière, autour d'un consistoire élu. Et une congrégation dont on choisit les membres. Donc créer communauté d'idées, communauté de sentiments,
autour d'un culte extrêmement assidu et très exigeant. Donc le protestantisme crée cette forme d'autonomie, un repli sur soi, disons, qui va à l'encontre de la pratique anglaise de l'époque qui assigne à chacun une église et un pasteur. Et nos pèlerins en particulier s'échappent de l'Angleterre pour éviter de tomber sous le coup de la censure de l'Église royale qui voit d'un mauvais œil cette autonomie qui se transforme très vite en autonomie politique. Si vous laissez sur le territoire des espaces qui sont autogérés, autogouvernés, avec des personnes qui s'arrogent la voix de Dieu, la parole divine, qui ne comprennent la Bible qu'à travers leurs propres préceptes, il y a ce désir d'autonomie qui fait peur. Et donc la couronne anglaise va sévir et nos pèlerins vont s'échapper juste avant de tomber sous le coup justement de la censure royale. Et ils vont quitter l'Angleterre. Alors ils sont du nord de l'Angleterre, ils prennent le bateau à Hull et ils traversent la mer pour aller s'installer aux Pays-Bas. Donc ils vont rester aux Pays-Bas, la terre d'accueil d'ailleurs de pas mal de réfugiés protestants anglais. Ils vont y passer quelques années, mais ça ne va pas convenir à certains d'entre eux. La congrégation ne reste pas uniforme. Elle est tronquée, redistribuée, reconstituée aux Pays-Bas. Mais aux Pays-Bas, ils souffrent de deux choses. La première, c'est le travail dans les ateliers textiles. Ce sont des personnes qui viennent de milieux ruraux, qui sont très attachées à la pratique agricole et aussi à l'autonomie foncière, qui se retrouvent en ville et qui travaillent dans des ateliers, qui ont l'impression de souffrir énormément. Et ils s'engagent dans l'Empire pour échapper, d'une part, à cette misère urbaine qui ne leur convient pas. Et secondement, la seconde peur, c'est de voir leurs enfants perdre l'usage de l'anglais et adopter des mœurs qui leur paraissent extrêmement étrangères. Ils trouvent que les jeunes néerlandais sont mal élevés, les parents ne sont pas assez stricts, ça va pas du tout. Donc, déjà à l'époque. Donc il faut partir. Où aller ? Peut-on rentrer en Angleterre ? Pour la plupart d'entre eux, c'est impossible. Parce qu'ils ont perdu leur terre, il faudrait tout recommencer à zéro. Ils croisent la route, et c'est normal, parce que Leiden est aussi où ils sont réfugiés, et Amsterdam, ce sont des villes extrêmement cosmopolites où circulent énormément de marchands. Donc ils ont vent de l'investissement anglais en Amérique, et ils s'engagent dans la colonisation pour ne pas rentrer chez eux, en réalité. Mais voilà, et ils arrivent... Ils s'embarquent sur le Mayflower et ils arrivent sur une terre en plein hiver, vivent un hiver terrible. Évidemment, l'aventure de traverser l'Atlantique dans les conditions que l'on connaît et le contact aussi avec les autochtones va faire que, de toute façon, assez peu survivront. Très peu. En réalité, oui. Il y a... la plus grosse hécatombe, c'est la première partie du livre, c'est la Compagnie de Virginie. Puisque la Compagnie de Virginie recrute des travailleurs, parce qu'il faut... défricher, planter, faire pousser de quoi nourrir, chasser, remplir les bateaux de fourrure, c'est-à-dire s'engager dans le commerce indien. Et ça requiert beaucoup de main-d'œuvre. Sauf que la compagnie n'investit pas assez. Et donc, ils sont toujours à 2 jours de mourir de faim. Et puis, il y a beaucoup de violence, effectivement, parce qu'ils s'installent dans des terres qu'ils croient vides, auprès de populations autochtones qu'ils croient dociles, qui vont les accueillir à bras ouverts. C'est un peu l'imaginaire missionnaire qui pense qu'on va apporter la bonne parole et l'autochtone va la recevoir immédiatement. Et c'est pas comme ça que ça se passe du tout. Donc beaucoup de violence, beaucoup de morts. Chez les pèlerins, qui est une congrégation beaucoup plus petite, les relations avec les autochtones Wampanoag de la baie sont plus paisibles. Mais nous sommes 10 ans après la Virginie. Il y a extrêmement de nombreuses nations qui rivalisent en fait pour cette côte de Nouvelle-Angleterre. Il y a des Français qui circulent, des Hollandais et peu d'Espagnols, mais c'est possible quand même. Et donc en fait, il faut imaginer ce territoire comme une terre de convoitise, de compétition, où on n'est jamais vraiment en sécurité. Donc l'angoisse qu'ils connaissent, c'est aussi une angoisse de perdition, réelle, de mort violente, de faim, de désespoir aussi, parce qu'il faut imaginer quand même qu'il neige de novembre à avril, que les hivers sont extrêmement rudes. C'est pour ça que les Français ne voudront pas y aller et que les Français n'arriveront pas à coloniser finalement ces terres américaines, alors que les Anglais iront en famille pour coloniser. C'est la grande différence en fait entre les deux nations rivales. Le baptême de Pocahontas, Agnès
Agnès Delahaye, c'est un mythe américain très fort. Alors c'est un mythe américain parce qu'il a été peint et ça fait partie c'est un des 4 tableaux fondateurs qui sont dans la coupole du Capitole à Washington. Le baptême a eu lieu. Pocahontas s'est convertie. Elle a dû se convertir pour se marier avec John Rolfe. Et on ignore tout des choix qu'elle a fait, puisqu'il n'y a aucune trace de sa parole à elle, simplement des transcriptions qu'ont racontées le pasteur Whittaker, qui soi-disant l'a convertie. Elle fait une alliance. Que sait-on de sa foi, de ce qu'on lui a dit, du Dieu qu'elle accueillait? On ne sait pas grand-chose. Mais c'est vrai que c'est le moment où les Anglais vont imaginer que la conversion va donner lieu à une cohabitation paisible. Et en réalité, c'est pas le cas du tout. Quelle est la part de... Les mythes, normalement, un mythe, ça n'existe pas. Mais quelle est la part, selon vous, en quelques mots, évidemment, on ne peut pas refaire toute l'histoire, de ce qui correspond au mythe et de ce qui correspond à la réalité? Qu'est-ce que l'Amérique a enjolivé et qui, en fait, n'existe pas, mais qui permet aujourd'hui à cette nation d'être extrêmement attrayante encore? Le mythe, c'est le discours d'abord de la providence, le fait que la destinée américaine soit providentielle, que Dieu soit du côté des Américains dans toutes leurs entreprises. Mais qui a imaginé ça au départ? Ce discours-là, on le trouve chez les colonisateurs. En réalité, les colonisateurs espagnols aussi. L'exceptionnalisme religieux fait partie du discours colonial. On dit, parce que nous avons la vraie religion, nous allons réussir à coloniser. Donc, il faut penser ce discours providentiel à l'échelle quasiment mondiale de désir européen pour l'emprise sur les territoires d'Amérique. Ensuite, il est évident que c'est pourquoi j'ai choisi ces trois moments, parce qu'ils sont accompagnés de textes extrêmement importants dans lesquels ces aventuriers, ces colons, se racontent. Et ils se racontent sur le mode promotionnel, c'est-à-dire qu'ils doivent générer de l'investissement et obtenir la protection, pas nécessairement de la couronne, mais de nobles qui vont pouvoir les aider à obtenir d'abord des clients pour les biens qu'ils envoient en Angleterre, etc. Donc, ils ne sont pas isolés en Amérique, ils sont très connectés à la métropole en réalité. Et pour attirer à la fois les familles qui voudraient bien se joindre à eux et les investisseurs qui vont leur prêter de l'argent ou leur donner des connexions, ils se vantent. Il raconte une histoire beaucoup plus héroïque et beaucoup plus séduisante que la réalité. C'est de la promotion. Et ça continue. Et ça continue. Jusqu'à Forrest Gump. Exactement, ces discours-là s'installent. Ce que le mythe dit, c'est que les gens sont des héros, que les vies quotidiennes, les petites vies ont une valeur, que tout le monde peut avoir une certaine forme de contrôle sur sa vie en faisant un choix migratoire, un choix de se déplacer, par exemple, d'aller d'un bout du pays à l'autre. Donc c'est cette liberté-là, cette mobilité, je pense, qui donne au mythe sa force. Sans sortir justement du cadre de l'histoire et de votre rôle d'historien, comment interprétez-vous la force justement de ce que vous dites à l'instant même avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis? Est-ce que ce mythe est en train de se gripper? Est-ce qu'au contraire, il fonctionne à plein encore? Non, le mythe se veut rassembleur. Je ne pense pas que Donald Trump ait une rhétorique rassembleuse. Il divise. Il divise, il critique, il est agressif, Mais pourtant, les Américains l'ont élu. Bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voté pour lui non plus. Non, certes, mais qu'est-ce qu'on peut en déduire par rapport aux sources religieuses de l'Amérique? C'est un peu ça ma question. Alors, il n'est pas religieux, Donald Trump. Mais on est religieux sans le savoir. Sans doute. Mais disons que le discours providentiel ne l'occupe pas. Il parle de puissance, de domination, et pas tellement de suivre la destinée que Dieu a voulu donner à l'Amérique. Je pense que il a certainement la fierté masculine, le discours un peu belliqueux, une revendication, une sorte d'indignation permanente que je retrouve. Héroïsation, absolument. Mais en fait, le livre se termine sur Boston et les brahmanes de Boston qui sont absolument centraux, qui sont au centre de l'hégémonie économique de l'Amérique, même au XIXe siècle, et qui sont dans une forme d'establishment, donc une élite discrète, extrêmement puissante, intellectuelle, protestante, très, très rigoureuse. Et Trump, c'est l'inverse de ça.
Donc en fait, il est anti-establishment. Est-ce qu'il y a un effacement, Agnès Delahaye, de cette Amérique née de l'aventure des pèlerins du Mayflower, cette Amérique dont on dit elle constitue le WASP, qui est le cœur de l'Amérique? Est-ce qu'aujourd'hui ça s'efface pour des raisons démographiques et on va vers autre chose, vers une inconnue? Oui, en 2050, la majorité des Américains ne seront pas blancs, seront non blancs, justement. Et c'est une peur que lui utilise. Donc il s'agit de faire peur aux Blancs en leur faisant imaginer une hégémonie qui est liée à leur couleur de peau et qui dit quelque chose de leur existence et du sens de cette existence. Donc il joue sur l'argument racial, au contraire, pour créer plutôt de la haine, plutôt que cet en commun que d'autres comme Lincoln, Barack Obama citaient en permanence Abraham Lincoln. Donc là, on est en train de parler d'une république unie qui tend vers quelque chose de meilleur. On a l'impression que Trump veut revenir, que c'est un peu le chaos tout de même. C'est pas du tout cette discipline du Nord. Les Blancs, au départ, avaient toutes les raisons d'avoir peur des non-Blancs, puisqu'ils étaient minoritaires. Alors, ils étaient minoritaires, mais ils dépendaient également d'eux. Et puis, c'était un discours colonial, donc qui pose une infériorité fondamentale de l'individu autochtone qui ne connaît pas la valeur des choses et que l'on va pouvoir spolier très rapidement. Au départ, cette domination, elle est de nature économique. Ensuite, il y a l'esclavage, mais c'est un autre domaine. Nous, on reste en Nouvelle-Angleterre. Dernière question, est-ce qu'il y a d'autres mythes fondateurs dans le monde qui ont autant de puissance d'aimantation que l'Amérique? Aujourd'hui, on n'en voit pas. Non, spontanément, je ne peux pas vous dire. Là, il y a un mystère. Oui. Merci d'avoir essayé de l'élucider avec nous. Merci beaucoup. À bientôt, Agnès Delahaye. Merci.